L'errance diagnostique, c'est la période de temps où on attend un diagnostic. Mais c'est surtout la période où on a un espoir de traitement et puis une incertitude sur l'avenir, quoi. Sur c'est quoi la suite. L'incertitude, elle est à tous les niveaux et du coup, c'est très angoissant. Vraiment, c'est très angoissant de se dire, mais est-ce que demain je pourrai travailler ? Est-ce que demain je pourrai marcher dans ma maison ? Est-ce que demain je pourrai continuer à coiffer ma fille ? Enfin, voilà. Déséquilibre, ce sont des patients qui racontent des tranches de vie avec la maladie. Des pathologies au long cours qui touchent aujourd'hui 1 personne sur 3 en France. De l'annonce douloureuse au poids des traitements, de la charge mentale quotidienne au regard des autres, de la manière de concilier vie professionnelle et vie familiale, à travers leur voix transparaît une expérience unique de la maladie. Ce podcast vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les récits que vous allez entendre ont été recueillis par notre équipe. Ils sont une ressource précieuse que nous destinons à tous les patients et à tous les aidants confrontés à la maladie chronique, mais aussi à tous les soignants qui les accompagnent. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Stéphanie, une maman de 2 enfants qui a vécu ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Des symptômes dont elle va souffrir pendant plusieurs mois sans que le corps médical ne parvienne à poser un diagnostic précis. Elle va vous raconter son parcours, jalonné de soignants qui la croient quand d'autres mettent en doute ses symptômes. En 2011, les premiers symptômes apparaissent. Alors déjà, un premier épisode en mars avec des flous visuels où je suis en soirée et d'un coup, je me mets à voir comme de l'eau qui scintille, qui brille, mais qui m'empêche de voir très nettement, alors que j'ai une vue excellente jusqu'à présent. Bon, la soirée se passe et puis c'est tout. Et à l'automne, en fait, en novembre, octobre-novembre, toujours de cette même année 2011, de nouveau des flous visuels. Et où là, je ne peux même pas composer le numéro de téléphone du médecin. Je demande à ma fille de le faire parce que ça m'est impossible. Et puis, les examens commencent. Donc, l'examen ophtalmique ne révèle rien. Mais là, je tombe sur une interne en ophtalmologie qui a la pertinence de me demander si j'ai pas d'autres symptômes, d'autres choses. Voilà. Et en fait, si, je me rends compte depuis quelques mois, mais je ne l'avais pas intégré alors que je suis soignante et que je sais à quoi ça correspond. Mais j'ai fait vraiment comme... je suis passée dessus. Je me rends compte que j'ai comme un filet d'eau qui coule le long de la jambe ou des brûlures, comme une brûlure en forme de pièce sur l'avant-bras. Et en fait, quand je regarde, il n'y a rien. Et la peau est tout à fait normale ou l'impression d'avoir un cheveu coincé dans ma manche ou dans la jambe de pantalon. Et en fait, pas du tout. Il n'y a rien. Donc des symptômes un peu neurologiques comme ça qui font m'orienter, le corps médical m'oriente vers la neurologie. Ça correspond à ces symptômes neuro de la sclérose en plaques. Je me disais, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas... Tant que c'était qu'un flou visuel, tout ça, je me disais, non, c'est pas tout à fait ça non plus, ça correspond pas, enfin, tout ne collait pas. Et donc là, j'ai passé un IRM qui a montré que j'avais des taches. J'avais 9 taches cérébrales, mais qui étaient pas positionnées exactement, c'était pas périventriculaire. Enfin, ils m'ont sorti tout un vocabulaire pour me dire que c'était pas comme dans les livres, quoi. Voilà, ça collait pas. Donc, ils ont continué à investiguer avec une ponction lombaire et des bilans sanguins, etc. Et tout revenait subnormal à spécifique. Donc, c'était formidable. C'est-à-dire que c'était pas normal, mais ça n'orientait vers rien de précis. Et puis, les symptômes, il y en a d'autres qui sont apparus. Et je me suis mis à chuter. Et là, je me suis dit, c'est quand on a 35 ans et qu'on se retrouve à genoux, par terre, les genoux en sang, comme en maternelle, mais sauf que c'est devant les copains de ses enfants, ses propres enfants, l'estime de soi en prend un coup. Et puis surtout de ne pas savoir à quoi c'était dû. Et je me dis, mais est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Et s'il y a quelque chose, faut le traiter. Et puis, il y avait le côté, mais c'est quoi la suite, quoi ? Enfin, comment ça va évoluer ? Est-ce que je vais tomber tout le temps ? Est-ce que je vais me faire mal ? Enfin, plus que juste de genoux écorchés. Est-ce que ça va... Enfin, dans quelle mesure ça va m'entraver dans ma vie de tous les jours, quoi, et compromettre la suite ?
Mm. Parce qu'après, il y a eu aussi des symptômes du type je ne pouvais plus lever les bras très haut. Au niveau des épaules, ça coinçait et je n'avais plus de force dans les doigts. Donc, pendre le linge, me coiffer ma fille, c'était devenu impossible. Et puis, avec des renoncements aussi. Les grandes randos, on oublie. Descendre des escaliers quand vous êtes en visite de château et que vous tombez, c'est compliqué. Et puis, je faisais du piano. Et bien, maintenir ses bras en suspension pendant de longues minutes. Et puis, les doigts ne suivaient pas la lecture des notes. Ça n'allait pas aussi vite que je l'aurais voulu. Donc, voilà. Ça. Et puis professionnellement aussi, il a fallu que je revoie mes ambitions. J'ai été admise, ma candidature a été retenue pour exercer dans un service de soins extra-hospitalier, dans un établissement médico-social. Et quand les personnes qui m'ont recrutée ont appris que j'étais malade, parce que je suis honnête et transparente, on réorganisé un entretien d'embauche où il y avait plus de personnes que mon entretien d'embauche initial. Et pendant 1h15, me demandant si j'étais sûre, si ça allait être possible, si je pourrais tenir le coup, si physiquement ça irait, si... Donc, ambivalence dans ma tête, il y avait la partie soignante qui disait ils sont en train d'essayer de te décourager et de te faire retirer ta candidature parce que légalement, eux n'ont pas le droit d'annuler leur recrutement pour des raisons de santé. Enfin, légalement, ça ne se fait pas. Et il y avait la part malade qui disait je ne savais pas ce que j'avais. Dans 6 mois, je ne sais, vous êtes en train de me demander si je pourrais assumer telle responsabilité, mais aujourd'hui, je ne sais même pas si dans 6 mois, je pourrais encore marcher. Comment vous voulez que je vous dise voilà. Ça me semblait complètement anachronique et décalé. Et donc, effectivement, j'ai retiré ma candidature, mais plus dans le sens de me dire, mais je ne veux pas intégrer une institution qui déjà ne respecte pas la loi et qui, d'autre part, n'est pas bienveillante et envers ses salariés, quoi. À l'époque, je parlais de panier de crabes. Je n'avais pas du tout envie d'aller rejoindre ce panier de crabes. Pendant toutes ces années 2011-2012, il ne se passait pas un mois sans que je consulte l'un ou l'autre du corps médical. J'étais suivie de façon conjointe par la médecine interne et la neurologie, puisque il y avait toujours une hésitation entre un diagnostic de sclérose en plaques et un diagnostic de maladie auto-immune relevant de la médecine interne. En août 2012, je me suis mis à bradycarder et puis à vraiment être fatiguée, épuisée. Donc là, ils m'ont hospitalisée 1 semaine dans un service de médecine interne. Ils m'ont fait toute une batterie d'examens, ils ont enregistré, voilà. Donc je battais à 42 la journée, 38 la nuit de fréquence cardiaque. Et puis là, il y a des anticorps qui se sont positivés, en tout cas qui se sont révélés, et qui ont signé le fait qu'il y avait une maladie d'une grande famille qui s'appelle les connectivites indifférenciées. Alors c'est un grand mot scientifique, mais pour dire c'est la famille des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie, voilà. Mais il n'y avait pas d'anticorps spécifique d'une de ces maladies. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des traitements sont communs à toute cette maladie. Donc il allait enfin y avoir un traitement de mis en place. Et ça, c'était vraiment un grand soulagement. Je me souviens que quand on m'a annoncé qu'il y avait quelque chose, je me souviens de l'ambivalence qui a été la mienne. Mais vraiment, il y a une part de moi qui a dit « Oh merde, quoi, il y a quelque chose. » Et une part qui s'est dit « Ah, ouf, déjà, c'est pas dans ma tête. » Voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis, du coup, il y a un traitement, quoi. On va pouvoir lutter contre. Et sur le coup, c'était lutter contre. Aujourd'hui, je dis différemment. Je dis faire avec. Et composer avec et s'adapter. Mais ouais, sur le coup, je me suis dit, bon, on va pouvoir lutter contre quelque chose d'identifié. Et puis, même si c'est mince, il y a quelque chose, quoi. Et quand finalement, j'ai annoncé au médecin neurologue qu'il y avait eu des choses, des anticorps, etc.,
Il me dit « Ah bah ça va, ce n'est qu'une polyarthrite. » je, je me suis dit « Oui, c'est une façon de voir les choses. » Alors certes, en tant que soignante, je comprends pourquoi il a dit ça. C'est vrai qu'un diagnostic de sclérose en plaques, ça a des conséquences au niveau moteur, au niveau autonomie à court terme, qui sont plus invalidantes qu'une polyarthrite ou qu'un lupus. Ou, voilà. Ça, je l'entends. Je le comprenais avec ma tête, mais avec mon corps, je me suis dit, ouais, c'est dur. Donc ça, après, c'était comment on va l'annoncer aux enfants. L'annonce à la famille, bien sûr, aux amis, parce que ça faisait presque 1 an que il m'accompagnait, il me soutenait, il s'interrogeait, il me demandait, enfin voilà. Et puis au travail. Enfin, j'ai l'impression d'avoir répété cette annonce diagnostique et ce qu'on avait trouvé, la part qui était connue et la part qui restait inconnue, parce que c'était quand même pas complètement... Et je me souviens, c'est les amis qui sont toujours montrés hyper compréhensifs, hyper tolérants, enfin voilà. Qui par contre, pour l'annonce diagnostique, disaient « Mais alors t'as quoi ?» Et quand je leur dis « On sait pas, c'est toujours pas. » Les médecins parlent de cette grande famille. Oui, mais alors du coup, le traitement, je dis le traitement, ça correspond. Ah bon? Et ça surprenait tout le monde qu'un même traitement puisse correspondre à plusieurs maladies différentes, maladies auto-immunes. Hein. Et finalement, je me dis, c'est drôle quand j'y repense, parce que je me dis, j'ai l'impression aujourd'hui qu'ils étaient plus demandeurs, eux, d'un nom que moi. Moi, du moment que j'avais le traitement, le reste, c'était pas très grave. Ouais. Voilà. En 2013, finalement, le corps médical s'est mis d'accord pour parler d'une polyarthrite rhumatoïde séronégative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'anticorps qui se positivaient, mais on allait me donner le traitement qui permettrait que mes articulations ne soient pas détruites. Par exemple, un des mouvements les plus difficiles pour une personne avec polyarthrite, ça va être d'ouvrir une bouteille. Parce que ça nécessite de la force et de la motricité fine dans les doigts et dans le poignet. Et ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Se boutonner des boutons, faire des lacets. Et puis après, ça, c'est au niveau des doigts, mais c'est aussi au niveau des orteils. Donc avec des difficultés et des douleurs à la marche pour se chausser. Les talons, il a fallu que j'y renonce rapidement, malheureusement. Donc la féminité en prend un coup aussi, voilà. Et puis moi, ce qui n'était pas très typique de la polyarthrite, c'est que ça touchait aussi donc mes articulations un peu plus importantes comme les épaules et les genoux et les hanches. Donc la station debout prolongée n'était pas possible, voilà. Et puis en 2022, en fait, nouveau coup de théâtre et nouvelle errance. C'est-à-dire que 10 ans après les premiers traitements et 10 ans d'évolution, j'ai eu des effets secondaires de ces fameux antipaludéens qui ont nécessité l'arrêt de ce traitement-là et de réapprécier, réévaluer la situation sanitaire. Et donc là, de nouveau, les médecins me disent « Mais finalement, après 10 ans, vu que il n'y a pas de destruction articulaire majeure. Il y en a, mais elles sont minimes. Vu qu'il n'y a toujours pas d'anticorps qui se sont positivés spécifiques à la polyarthrite, eh bien peut-être que finalement, c'est pas ça et que ce serait plus un lupus ou une forme un peu frustre de plusieurs de ces maladies associées. » Donc, depuis mars 2022, je suis de nouveau en déshérence, mais je le vis beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est qu'une question de temps et qu'on va trouver, et puis peu importe. Là, il m'a été proposé un autre traitement qui aujourd'hui, objectivement, je refais des choses que je ne faisais plus, donc j'y crois encore. Le regard que je porte aujourd'hui sur cette période d'errance diagnostique, c'est que c'était une période troublée, c'était une période douloureuse, vraiment. Mais
je dois reconnaître que j'en ai tiré des enseignements. Ça m'aide à traverser aujourd'hui cette nouvelle errance différemment. Ce que je voudrais vraiment faire passer dans ces échanges, c'est que l'errance, elle ne concerne pas que l'errance diagnostique finalement. C'est une errance qui va malheureusement impacter toute la vie de la personne, pour qui se manifestent des symptômes de maladie chronique. L'errance, elle touche vraiment à la fois son avenir professionnel, son avenir familial, sa sphère personnelle bien sûr, avec, je vous parlais du piano, mais chacun y mettra ses propres appétences. Et puis c'est aussi une errance sociale parce que c'est l'occasion de faire le tri entre ses vrais amis et puis d'autres. Elle est vraiment associée, l'errance diagnostique, à une période de multiples renoncements et où on n'a pas encore les outils d'adaptation, etc. Il y avait le soutien familial, amical et médical pour certains, mais ça ne change pas sur le coup ni les symptômes, ni l'incertitude sur l'avenir. Parce que l'errance diagnostique, c'est la période de temps où on attend un diagnostic. Mais c'est surtout la période où on a un espoir de traitement et puis une incertitude sur l'avenir, quoi. Sur c'est quoi la suite. C'était vraiment difficile, on a tout envisagé. Quand je tombais dans les escaliers, on a une maison à étage, on a envisagé de vendre la maison pour trouver quelque chose de plein pied. Enfin voilà. Professionnellement, j'avais la chance d'avoir un métier où je pouvais continuer mon activité et puis où il y a tout un dispositif d'accompagnement de santé au travail, d'ergonome au travail. Donc mon poste a été aménagé. Enfin, si j'étais restée infirmière, très clairement, j'aurais été infirmière en service, mais c'était pas possible, quoi. Je pouvais pas continuer mon activité professionnelle. Donc l'incertitude, elle est à tous les niveaux. Et du coup, c'est très angoissant. Vraiment, c'est très angoissant de se dire, mais est-ce que demain je pourrais travailler ? Est-ce que demain je pourrais marcher dans ma maison ? Est-ce que demain je pourrais continuer à coiffer ma fille ? Enfin, voilà. Et puis après, on apprend. J'ai eu la chance aussi dans mon parcours de rencontrer des professionnels de santé extraordinaires. Mon médecin traitant qui a toujours cru à ce que je lui disais. Mon phare dans la tempête, mais c'est vraiment ça. Elle a toujours entendu, c'est pas seulement écouté, elle a toujours entendu ce que je lui disais et fait en sorte d'investiguer. Et c'est à chaque fois il a été trouvé des choses, c'était grâce à elle. Dernier exemple en date, c'est tout récemment, c'est qu'en août 2021, je me suis mis à avoir de nouveaux symptômes formidables, mais qui ne correspondaient pas à la polyarthrite, ça je le savais bien. Très concrètement, je me suis mis à être très énervée, à ne plus dormir la nuit. Je dormais 3-4 heures la nuit et c'était fini, ce qui ne me ressemble pas, sachant que habituellement c'est plutôt du 21h, 5h. Et puis j'ai eu des démangeaisons cutanées au niveau des membres inférieurs, mais majeures. Je me suis arraché la peau, c'était... voilà. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais pour moi, il y avait quelque chose. J'avais une consultation rhumato de suivi classique auquel je me suis rendue. J'ai expliqué, j'ai montré l'état. Voilà, il m'a dit un antihistaminique. Je lui ai dit non, je suis soignante, j'en ai déjà pris, ça n'a pas marché. On va vous changer d'antihistaminique. Donc il m'en a donné un autre. Ça n'allait pas du tout, donc j'ai repris rendez-vous avec ma médecin généraliste. Je me suis dit, là, je serai entendue. Et elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va investiguer. Elle m'a fait tout un bilan. Et l'après-midi, on savait que la thyroïde n'allait pas du tout. C'est-à-dire que j'avais un seuil de TSH indétectable. Ils n'avaient jamais vu ça au labo, inférieur à 0,008. J'aurais tenu compte juste du premier avis médical et je serais restée avec mes antihistaminiques, j'aurais eu un drôle de souci, quoi. Tant qu'il y a eu la vraie errance, c'est-à-dire tant qu'on ne savait pas du tout de quoi relever les symptômes, il n'y a pas eu d'adaptation possible. Ce qui a été très aidant, c'est quand j'ai pu intégrer un groupe de patients qui souffraient de la même chose d'une part et suivre des programmes d'éducation thérapeutique.
Donc d'où l'intérêt aussi d'un diagnostic, de pouvoir savoir vers quel type d'éducation thérapeutique s'orienter et vers quel type d'association de patients se tourner. Ça a été très aidant parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient plus d'ancienneté, dont l'état avait plus évolué, mais qui du coup avaient trouvé des stratégies d'adaptation et les faisaient partager. Et c'est d'une richesse, un truc très bête, les bouteilles de shampoing, le matin, quand c'est pas encore dérouillé, ouvrir une petite bouteille de shampoing, c'est très difficile en fait, il faut de la force et puis c'est un geste fin. Et du coup, elle me dit « Ah, mais moi, j'ai tout mis en flacon pompe, en fait. Quand j'achète, j'ai gardé des flacons pompe. Et du coup, mon mari m'aide à transvaser dans les flacons pompe quand on vient d'acheter. Et après, tu vois, c'est très facile. Tu appuies avec ton poignet, ton bras, ce que tu veux, et en avant. Et du coup, voilà, depuis, ma vie est aussi en flacon. Je pense avoir réussi à faire quelque chose de positif de cette épreuve-là. Et de ça, je suis un peu fière. Voilà. Parce que ça m'a permis de m'investir dans une association de patients, dont je suis la déléguée régionale, d'intervenir dans des groupes maintenant de TP pour partager à mon tour avec les personnes, d'intervenir aussi dans la formation des étudiants en santé, de témoigner aujourd'hui. En tout cas, d'essayer de partager et de redonner de l'espoir, justement, face à cette incertitude de la suite. D'essayer de dire, si ça... Après, c'est bien aussi, quoi. Il peut y avoir des choses bien aussi. Et on peut faire quelque chose de beau avec les pierres sur le chemin. Vous venez d'entendre le témoignage de Stéphanie, qui vous a raconté son histoire, son vécu de l'errance diagnostique, une période de doute qui a retenti sur sa vie personnelle et professionnelle. Déséquilibre vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette série, disponible sur toutes les plateformes, vous pourrez écouter d'autres récits de personnes touchées par la maladie chronique.